suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle chronique littéraire. Comme vous avez pu le remarquer dans la précédente, le format a changé et de temps en temps, un invité viendra donner son point de vue sur l'œuvre en question. Et sans plus tarder, je vous emmène dans un univers littéraire. Et pour savoir lequel, je vous invite à écouter la devinette. Je suis l'une des plus belles histoires d'amour et d'héroïsme du monde littéraire, l'incarnation du romantisme. Je suis remplie d'esprit, à défaut de beauté physique, et mon père est l'un des dramaturges les plus connus grâce à moi et à un certain endroit de mon visage. Qui suis-je ? Vous l'aurez compris, je vous emmène au théâtre, mais pas n'importe lequel. Embarquez avec moi dans l'univers d'Edmond Rostand et plus particulièrement dans la célèbre histoire de Cyrano de Bergerac, ma pièce de théâtre préférée. Est-ce que vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. D'abord, j'aimerais vous parler brièvement du contexte littéraire. On se situe dans le romantisme. Rostand nous rappelle des valeurs qui tendent à se faire oublier et qui, de nos jours, sont totalement désuètes, inexistantes. Et oui, oubliées. Je parle du goût des belles actions, les sentiments nobles, les mots utilisés avec beaucoup d'esprit et les passions qui peuvent rendre malheureux et pire, qui amènent à la mort. Voilà où nous emmène l'esprit de Rostand. Cela me fait penser quelque peu à l'œuvre de Dumas, Les Mousquetaires, dans laquelle on retrouve le courage, l'honneur, les joutes verbales avant celles des épées, etc. Enfin, ne nous perdons pas en route. Suivons plutôt celle de Cyrano. Et en parlant de lui, venons faire connaissance avec nos héros. Traversons l'œuvre par le biais des personnages. Et bien entendu, commençons par notre grand ami, Cyrano de Bergerac. Je dirais que Cyrano, qui au passage est inspiré par celui qui a vraiment existé, l'écrivain libertin Savinien de Cyrano. Mais je n'irai pas plus loin, car ce n'est pas le but. Et ce n'est pas lui qui nous importe. Je vais vous faire un petit portrait de Cyrano selon moi. Nous le savons tous que, physiquement, Cyrano n'est pas très beau. Une protubérance faciale le gêne depuis l'enfance, ce qui lui vaut moult moqueries, remarques, etc. Il a un caractère bagarreur, mais peut-on l'en blâmer ? S'il n'est pas beau de corps, il l'est en revanche dans son âme et son esprit. C'est un homme qui porte une différence et que fait-il ? Il transforme son handicap, et je mets des guillemets, en force d'esprit. Là où les petites gens se croient meilleurs, Cyrano les bat à plate couture par des joutes verbales, des mots d'esprit aussi fabuleux les uns après les autres. Et je vous emmène aux pages 58 et 59 pour un superbe duel en vers. Attendez, je choisis mes rimes. Là, oui, j'y suis. Je jette avec grâce mon feutre, je fais lentement l'abandon du grand manteau qui me calfeutre, et je tire mon espadon, élégant comme Céladon, agile comme Scaramouche. Je vous préviens, cher Myrmidon, qu'à la fin de l'envoi, je touche. Vous auriez bien dû rester neutre. Où vais-je vous larder d'un don ? Dans le flanc ou sous votre maheutre ? Au cœur, sous votre bleu cordon ? Les coquilles teintent, ding-dong ! Ma pointe voltige, une mouche ? Décidément, c'est au bedon qu'à la fin de l'envoi, je touche. Il me manque une rime en eutre. Vous rompez, plus blanc qu'amidon ? C'est pour me fournir le mot pleutre. Tac, je pars la pointe dont vous espériez me faire don. J'ouvre la ligne, je la bouche. Tiens bien ta broche, Laridon, à la fin de l'envoi, je touche. Prince, demande à Dieu pardon.
je carte du pied, j'escarmouche, je coupe, je feinte, et là donc, à la fin de l'envoi, je touche. Voilà un petit portrait de notre ami. Mais attendez, je n'en ai pas fini avec lui. À votre avis, quelles sont les valeurs qu'il défend ? Pour celles et ceux qui connaissent l'histoire, vous saurez que Cyrano défend en premier lieu l'honneur, le courage et l'amitié. Cyrano est un cadet de Gascogne. Il est sous les ordres du capitaine Carbon de Casteljaloux. Il ne se défile pas devant l'ennemi et soutient ses amis et camarades. C'est lui qui motive les troupes et les cadets l'écoutent. Quand ils sont à la guerre, Arras est sous le feu. Ils ont faim. Nous sommes à l'avant-dernier acte de la pièce, page 218. Cyrano, à la demande du capitaine, tente de leur changer les idées. Les cadets ont faim. Ils ne pensent qu'à ça. Que va-t-il faire ? Il va déplacer leur souffrance du ventre pour appeler la nostalgie du cœur. Écoutez, les Gascons, ce n'est plus sous ses doigts le fifre aigu des camps, c'est la flûte des bois. Ce n'est plus le sifflet du combat sous ses lèvres, c'est le lent galoubet de nos meneurs de chèvres. Écoutez, c'est le val, la lande, la forêt, le petit pâtre brun sous son rouge béret. C'est la verte douceur des soirs sur la Dordogne. Écoutez, les Gascons, c'est toute la Gascogne. Mais tu les fais pleurer, de nostalgie. Un mal plus noble que la faim, pas physique, moral. J'aime que leur souffrance ait changé de viscère et que ce soit leur cœur maintenant qui se serre. Tu vas les affaiblir en les attendrissant. Laisse donc, les héros qu'ils portent dans leur sang sont vite réveillés. Cyrano est un homme de cœur. Il pense aux autres avant ses propres besoins. C'est pour cela qu'il reste pauvre. Revenons au début de la pièce. Cyrano donne sa bourse et il ne lui reste rien à manger. Retrouvez-moi aux pages 61 et 62 avec un portier et son ami Lebray. Vous ne dînez donc pas ? Moi ? Non, parce que je n'ai pas d'argent. Comment ? Le sac d'écus. Pension paternelle en un jour tu vécus. Pour vivre tout un mois, alors, rien ne me reste. Jeter ce sac, quelle sottise, mais quel geste ! Monsieur, vous savoir jeûner, le cœur me fend. J'ai là tout ce qu'il me faut. Prenez. Ma chère enfant, encore que mon orgueil de Gascon m'interdise d'accepter de vos doigts la moindre friandise, j'ai trop peur qu'un refus ne vous soit un chagrin, et j'accepterai donc, peu de choses, un grain de ce raisin, un seul, ce verre d'eau, limpide, et la moitié d'un macaron. Alors qu'il a faim, il acceptera tout de même un grain de raisin, la moitié d'un macaron et un petit verre d'eau de la part de la distributrice du théâtre. Précisons qu'il est arrivé pour interrompre une pièce, La Chlorise, jouée par un certain Montfleury, ennemi de Cyrano. Je disais tout à l'heure que Cyrano était homme de cœur, le cœur amoureux. Notre ami est amoureux de sa cousine Madeleine Robin, dit Roxane, dont nous parlerons tout à l'heure. Cyrano a la passion, lui, et vous savez que la passion mène dans beaucoup de cas au drame. Eh bien, notre ami n'y échappe pas. Rappelons-le, il est héroïque dans sa bravoure, puisqu'il est militaire, mais aussi en contentant Roxane dans toutes ses demandes, en espérant un jour qu'elle le voie. Parlons de la fameuse scène du balcon. Cyrano a proposé à Christian de l'aider à séduire Roxane. Lui qui a un physique, mais aucun esprit. Un soir, Roxane met au courant Cyrano qu'elle va demander à Christian d'improviser. Il devra lui parler d'amour juste avec l'élan de son cœur. Bien sûr, elle ordonne à son cousin de ne rien dire.
Elle veut être surprise, et pour être surprise, elle va l'être. Mais c'est sans compter sur la précieuse aide de Cyrano. Donc, juste après son entrevue avec Roxane, il court vers Christian, qui malheureusement refuse l'aide de celui-ci, croyant dur comme fer qu'il réussira à lui parler d'amour. Vexé, Cyrano part, mais heureusement pour Christian, pas trop loin. Allez, venez avec moi, nous allons découvrir la déconvenue de Christian aux pages 164, 165 et 166. Le soir descend. Attendez. Ils sont loin. L'air est doux. Nul passant. Asseyons-nous. Parlez, j'écoute. Je vous aime. Oui, parlez-moi d'amour. Je t'aime. C'est le thème. Brodez, brodez. Brodez. Je t'aime tant. Sans doute. Et puis... Oh, je serais si content si vous m'aimiez. Dis-moi, Roxane, que tu m'aimes. Oh, vous m'offrez du brouet quand j'espérais des crèmes. Dites un peu comment vous m'aimez. Mais beaucoup. Oh, délabyrinthez vos sentiments. Ton cou, je voudrais l'embrasser. Christian! Je t'aime. Encore? Non, je ne t'aime pas. C'est heureux. Je t'adore. Oh là là. Oui, je deviens sot. Et cela me déplaît. Comme il me déplairait que vous devinssiez laid. Mais allez rassembler votre éloquence en fuite. C'est vrai qu'il y a mieux, beaucoup mieux pour parler d'amour. Mais notre sauveur arrive. Et nous arrivons à la fabuleuse scène du balcon où Cyrano va, pour la première fois, parler de son amour et même se laisser envahir par tous ses sentiments. Pages 175, 176, 177. Mais l'esprit, j'en ai fait pour vous faire rester d'abord, mais maintenant ce serait insulter cette nuit, ces parfums, cette heure, la nature, que de parler comme un billet doux de voiture. Laissons d'un seul regard de ces astres le ciel nous désarmer de tout notre artificiel. Je crains tant que parmi notre alchimie exquise, le vrai du sentiment ne se volatilise, que l'âme ne se vide à ses passe-temps vains, et que le fin du fin ne soit la fin des fins. Mais l'esprit, je le hais dans l'amour, c'est un crime lorsqu'on aime de trop prolonger cette escrime. Le moment vient d'ailleurs inévitablement, et je plains ceux pour qui ne vient pas ce moment, où nous sentons qu'en nous une amour noble existe, que chaque joli mot que nous disons rend triste. Eh bien, si ce moment est venu pour nous deux, quel mot me direz-vous? Tous ceux qui me viendront, je vais vous les jeter en touffe. Sans les mettre en bouquet, je vous aime, j'étouffe. Je t'aime, je suis fou, je n'en peux plus, c'est trop. Ton nom est dans mon cœur comme dans un grelot. Et comme tout le temps, Roxane, je frissonne. Tout le temps, le grelot s'agite et le nom sonne. De toi, je me souviens de tout, j'ai tout aimé. Je sais que l'an dernier, un jour, le 12 mai, pour sortir le matin, tu changeas de coiffure. J'ai tellement pris pour clarté ta chevelure que comme lorsqu'on a trop fixé le soleil, on voit sur toute chose ensuite un rond vermeil. Surtout, quand j'ai quitté les feux dont tu m'inondes, mon regard ébloui pose des taches blondes. Ah là là, n'est-ce pas que c'est beau, romantique et talentueux? Ouais, mais si les mots appartiennent à Cyrano, ce ne sera pas le cas de Roxane, qui embrassera, au final, le beau Christian. Mais après avoir dit tout cela, je vais me faire quelque peu l'avocate du diable. Est-ce qu'on peut
Quand même, se demander s'il n'y a pas une pointe d'orgueil et d'égoïsme chez Cyrano. En étalant sa verve, souvent frontale ou exquise, à défaut d'être beau, ne se veut-il pas un peu vantard sur les bords? Bon, je pose juste cette question que je laisse délibérément en suspens. Mais il n'empêche que Cyrano est pour moi le héros romantique par excellence. Passons maintenant à la belle Roxane. Qui est-elle? On sait qu'elle est la cousine de Cyrano. Elle aime profondément son cousin, mais pas comme lui. Elle le connaît par cœur puisqu'ils ont grandi ensemble. Elle se permet même de le gronder, parfois. Nous arrivons à l'acte 2. Roxane et Cyrano échangent un souvenir d'enfance. Puis, je voulais... Mais pour l'aveu que je viens faire, il faut que je revoie en vous le presque frère avec qui je jouais dans le parc près du lac. Oui, vous veniez tous les étés à Bergerac. Les roseaux fournissaient le bois pour vos épées, et les maïs, les cheveux blonds pour vos poupées. C'était le temps des jeux, des murons aigrelés, le temps où vous faisiez tout ce que je voulais. Roxane en jupon court s'appelait Madeleine. Qu'est-ce que c'est encore que cette égratignure? Oh, c'est trop fort! Et celle-ci? Non, montrez-la-moi. Hein? À votre âge encore? Où t'es-tu fait cela? En jouant du côté de la porte de Nesle. Donnez, si gentiment, si gaiement maternel. Et dites-moi, pendant que j'ôte un peu le sang, ils étaient contre vous? Mais là aussi, je me pose une question. Peut-on voir en Roxane un côté manipulateur derrière son affection? Bon, je pose la question car nous arrivons à ce que nous appelons le quiproquo amoureux. Eh oui, il en faut bien un. Et dans Cyrano, le quiproquo, c'est entre, vous l'avez compris, Roxane, Christian et Cyrano. Finalement, où est l'amour véritable? Pages 104 et 105. À présent, j'ose, car le passé m'encouragea de son parfum. Oui, j'ose maintenant. Voilà, j'aime quelqu'un. Ah, qui ne le sait pas d'ailleurs. Ah, pas encore. Ah, mais qui va bientôt le savoir, s'il l'ignore. Ah, un pauvre garçon qui jusqu'ici m'aima timidement, de loin, sans oser le dire. Ah, laissez-moi votre main, voyons, elle a la fièvre. Mais moi, j'ai vu trembler les aveux sur sa lèvre. Ah, et figurez-vous, tenez que, justement, oui, mon cousin, il sert dans votre régiment. Hein? Oui, puisqu'il est cadet dans votre compagnie. Ah, il a sur son front de l'esprit, du génie. Il est fier, noble, jeune, intrépide. Beau, beau. Quoi? Qu'avez-vous? Moi? Rien, rien, c'est ce bobo. Alors, manipulatrice, naïve, mais amoureuse, ça oui. En tout cas, elle arrive toujours à ses fins. Elle va même jusqu'à demander à son cousin de protéger Christian à la guerre. Rejoignez-moi à la page 203. Oh, je vous le confie, promettez-moi que rien ne va mettre sa vie en danger. J'essaierai, mais ne peut cependant promettre. Promettez qu'il sera très prudent. Oui, je tâcherai, mais qu'à ce siège terrible il n'aura jamais froid. Je ferai mon possible, mais qu'il sera fidèle. Eh oui, sans doute, mais qu'il m'écrira souvent. Ça, je vous le promets. Elle ne voit que Christian malgré l'affection portée à Cyrano. Posons-nous la question. Pourquoi Christian? Pas tout simplement parce qu'il est beau. Et elle aime la beauté. Elle-même est très belle. Alors pourquoi chercher plus loin? Elle aime qu'on lui parle d'amour. Frivolité? Superficialité? On est en droit de se le demander. Elle aime les mots. C'est la première image qu'elle renvoie d'elle.
En revanche, elle est fidèle et ne manque pas, à sa manière, de bravoure et de courage. Elle va quand même jusqu'à les rejoindre sur le siège d'Arras. Elle invente même quelques mensonges pour retrouver son amour. Page 234. Oui, c'est un passeport, certes, que ce sourire, mais on a fréquemment dû vous sommer de dire « Où vous alliez ainsi, madame ?» Fréquemment. Alors je répondais « Je vais voir mon amant. » Aussitôt, l'Espagnol, à l'air le plus féroce, refermait gravement la porte du carrosse, d'un geste de la main à faire envie au roi. Relevait les mousquets, déjà braqués sur moi, et, superbe de grâce, à la fois et de morgue, l'ergot tendu sous la dentelle en tuyau d'orgue, le feutre au vent pour que la plume palpitât, s'inclinait en disant « Passez, señorita !» Mais Roxane, j'ai dit « Mon amant, oui. » Pardonne, tu comprends. Si j'avais dit « Mon mari », personne ne m'eût laissé passer. Quelle femme pourrait faire cela? Elle montre qu'elle a de vrais sentiments et qu'elle n'a pas peur, bien qu'elle garde un côté naïf, puisque malgré l'insistance, elle reste, disant qu'elle trouve ça très drôle. Bah oui, c'est vrai que c'est drôle une guerre. Enfin. Mais aurait-elle eu ce courage sans les lettres de Christian Cyrano? Parce que, mine de rien, c'est qu'elle a du caractère, hein, cette petite précieuse. Donc, on peut dire qu'elle sait ce qu'elle veut. Et je parle d'ailleurs de son côté manipulatrice, je voudrais qu'on y revienne, parce que même si elle ne l'est pas réellement envers Cyrano, du moins en apparence, elle ne le cache pas devant le comte de Guiche, lui aussi ennemi de Cyrano. Le comte de Guiche est un des prétendants de Roxane, mais Roxane ne l'aime pas. Tout ce qu'elle veut, tout ce qu'elle voit, c'est encore et toujours Christian. Elle veut à tout prix le protéger. Et dans cette scène, celle que je vais lire juste après, elle y inclut quand même la protection de Cyrano. Mais cela n'a qu'une visée. Et vous savez laquelle? Venez avec moi aux pages 156, 157, 158 et 159. Votre vengeance envers Cyrano, c'est peut-être de l'exposer au feu qu'il adore? Elle est piètre. Je sais bien, moi, ce qui serait sanglant, c'est... Mais si le régiment, en partant le laissait, avec ses chers cadets pendant toute la guerre, à Paris, bras croisés, c'est la seule manière, un homme comme lui, de le faire enrager. Vous voulez le punir? Privez-le de danger. Ah, une femme, il n'y a qu'une femme pour inventer ce tour. Il se rongera l'âme. Et ses amis les poings de n'être pas au feu, et vous serez vengés. Vous m'aimez donc un peu? Je veux voir dans ce fait d'épouser ma rancune, une preuve d'amour, Roxane. C'en est une? J'ai les ordres sur moi qui vont être transmis, à chaque compagnie, à l'instant même, hormis celui-ci. C'est celui des cadets. Je le garde. Cyrano, son humeur bataillarde. Vous jouez donc des tours aux gens, vous? Quelquefois, vous m'affolez. Ce soir, écoutez. Oui, je dois être partie. Mais fuir quand je vous sens ému. Oh, écoutez, il y a près d'ici, dans la rue d'Orléans, un couvent fondé par le syndic. Des capucins, le père Athanase, un laïc, ne peut y entrer. Mais les bons pères, je m'en charge. Ils peuvent me cacher dans leur manche. Elle est large. Ce sont les capucins qui servent Richelieu. Chez lui, redoutant l'oncle, ils craignent le neveu. On me croira parti. Je viendrai sous le masque. Laissez-moi retarder d'un jour, cher fantasque. Mais si cela s'apprend, votre gloire, mais le siège, Arras, tant pis. Oh, permettez, non, permets, je dois vous le défendre. Hein? Partez. Christian reste. Je vous veux héroïque, Antoine. Mot céleste, vous aimez donc celui pour lequel j'ai frémi? Ah, je pars. Êtes-vous contente? Oui, mon amie. Donc,
Ne peut-on pas dire que c'est le véritable amour qui la guide? Mais je repose encore une question. L'amour véritable ne serait-ce pas Cyrano? Sous ses airs de précieuse, naïve, hautaine, superficielle, Roxane change au fil de la pièce. Elle montre des qualités de cœur dont nous avons parlé plus haut, et surtout, elle comprend qu'elle peut aimer quelqu'un même, oui, disons-le, laid. Et elle le dit réellement lorsqu'elle rejoint Christian sur le campement de bataille. Elle lui parle des lettres qu'il n'a pas écrites, mais bon, Christian ne le sait pas. Elle comprend qu'il n'y a pas que le physique qui compte. Enfin! Tais-toi! Tu ne peux pas savoir. Mon Dieu, je t'adorais, c'est vrai, depuis qu'un soir, d'une voix que je t'ignorais sous ma fenêtre, ton âme commença de se faire connaître. Eh bien, tes lettres, c'est... Vois-tu, depuis un mois, comme si tout le temps je l'entendais, ta voix. De ce soir-là, si tendre, et qui vous enveloppe. Tant pis pour toi, j'accours. La sage Pénélope ne fut pas demeurée à broder sous son toit, si le seigneur Ulysse eût écrit comme toi. Mais pour le joindre, elle eut aussi folle qu'Hélène, envoyé promener ses pelotons de laine. Mais je lisais, je relisais, je défaillais, j'étais à toi. Chacun de ces petits feuillets était comme un pétale envolé de ton âme. On sent à chaque mot de ces lettres de flamme l'amour puissant, sincère. Ah, sincère et puissant. Cela se sent, Roxane. Oh, si cela se sent. Et vous venez, je viens. Oh, mon Christian, mon maître. Vous me relèveriez si je voulais me mettre à vos genoux. C'est donc mon âme que j'y mets. Et vous ne pourrez plus la relever jamais. Je viens te demander pardon. Et c'est bien l'heure de demander pardon, puisqu'il se peut qu'on meure, de t'avoir fait d'abord, dans ma frivolité, l'insulte de t'aimer pour ta seule beauté. Ah, Roxane! Et plus tard, mon ami, moi frivole, oiseau qui saute, avant tout à fait qu'il s'envole, ta beauté m'arrêtant, ton âme m'entraînant, je t'aimais pour les deux ensemble. Et maintenant, eh bien, toi-même enfin l'emporte sur toi-même. Et ce n'est plus que pour ton âme que je t'aime. Ah, Roxane, sois heureux, car n'être aimé que pour ce dont on est un instant costumé doit mettre un cœur avide et noble à la torture. Mais ta chère pensée efface ta figure. Et la beauté par quoi tout d'abord tu me plus, maintenant j'y vois mieux, et je ne la vois plus. Oh, tu doutes encore d'une telle victoire? Douloureusement, Roxane. Je comprends. Tu ne peux pas y croire à cet amour? Je ne veux pas de cet amour. Moi, je veux être aimée plus simplement pour ce qu'en vous elles ont aimé jusqu'à cette heure. Laissez-vous donc aimer d'une façon meilleure. Non, c'était mieux avant. Ah, tu n'y entends rien. C'est maintenant que j'aime mieux, que j'aime bien. C'est ce qui fait de toi, tu m'entends, que j'adore. Et moins brillant, tais-toi, je t'aimerais encore, si toute ta beauté d'un coup s'envolait. Oh, ne dis pas cela. Si je le dis, quoi? Je le jure. Voilà, elle a un cerveau à la bonne heure. Mais sa vraie compréhension se passe au dernier acte, aux derniers instants de Cyrano, là où elle va comprendre le secret de son cousin. Mais il est trop tard. Finissons cette chronique, du moins cette présentation de personnages, avec le beau Christian de Neuvillette. La rencontre entre Christian et Cyrano ne se passe pas réellement sous de bons auspices. En effet, on voit un Christian provocateur. À votre avis, sur quelle partie se moque-t-il? Du moins, le provoque-t-il? Cyrano raconte au cadet ses dernières mésaventures. Pages 129, 130, 131 et 132. Qu'est-ce que c'est que cet homme-là? C'est un homme arrivé ce matin. Ce matin. Il se nomme le baron de Neuville. Ah, c'est bien. Très bien. Ah, mon Dieu! Que
l'on n'y voyait rien. Et je marchais, songeant que pour un gueux fort mince, j'allais mécontenter quelques grands, quelques princes, qui mourraient sûrement dans le nez. Une dent, qui m'aurait une dent, et qu'en somme imprudent, j'allais fourrer le nez, le doigt, entre l'écorce et l'arbre, car ce grand pouvait être de force à me faire donner sur le nez, sur les doigts. Mais j'ajoutai, marche Gascon, fais ce que doit, va Cyrano. Et ce disant, je me hasarde, quand, dans l'ombre, quelqu'un me porte une nasarde. Je la pars, et soudain me trouve nez à nez. Ventre gris, avec sang braillard raviné qui puait à plein nez. L'oignon et la litarge, je bondis front baissé, nez au vent, et je charge. J'en estomac deux, j'en empale un tout vif, quelqu'un m'ajuste, paf, et je riposte, pif. Tonnerre, sortez tous! Mais vous vous doutez bien que Cyrano, malgré son envie de lui rabattre le caquet et de se battre en duel, va se souvenir des paroles de Roxane. Et c'est là, contre toute attente, qu'il va lui proposer ce drôle de pacte. Cyrano comprend qu'il peut jouer une partie. Comme pour un jeu d'échecs, il va avancer ses pions. Nous sommes aux pages 137 et 138 du livre. Roxane est précieuse, et sûrement je vais désillusionner Roxane, si j'avais pour exprimer mon âme un pareil interprète. Il me faudrait de l'éloquence. Je t'en prête? Toi, du charme physique et vainqueur, prête-moi, et faisons à nous deux un héros de roman. Quoi? Te sentirais-tu de répéter les choses que chaque jour je t'apprendrai? Tu me proposes? Roxane n'aura pas de désillusion. Dis, veux-tu qu'à nous deux nous la séduisions? Veux-tu sentir passer de mon pourpoint de buffle dans ton pourpoint brodé l'âme que je t'insuffle? Cyrano, Christian, veux-tu? Tu me fais peur, puisque tu crains tout seul de refroidir son cœur. Veux-tu que nous fassions? Et bientôt, tu l'embrasses? Collaborer un peu tes lèvres et mes phrases? Tes yeux brillent, veux-tu? Quoi, cela te ferait tant plaisir? Cela m'amuserait. C'est une expérience à tenter un poète. Veux-tu me compléter et que je te complète? Tu marcheras, j'irai dans l'ombre à ton côté. Je serai ton esprit, tu seras ma beauté. Mais la lettre qu'il faut, ou plutôt lui remettre, je ne pourrai jamais. Tiens, la voilà ta lettre. Christian aussi comprend qu'il peut jouer un beau coup. Il est beau, mais manque cruellement d'esprit. Et c'est ce que cherche Roxane. Elle cherche à se faire courtiser par l'éloquence. Et ça, Christian l'a vraiment bien compris. Ce que l'on voit principalement de lui, c'est son manque d'assurance face aux femmes. Il se dit compétent avec les armes, mais totalement inculte avec les femmes. Je trouve qu'il a aussi un côté naïf. Je dis ça parce que il ne s'aperçoit pas que derrière lui, il y a des gens qui le protègent. D'abord Roxane, qui quand même ne fait que demander à Cyrano de le protéger, qui ment sans scrupule au comte de Guiche, encore et toujours pour le protéger. Mais il y a aussi Cyrano. Sentimentalement parlant, il le protège puisqu'il fait son porte-voix. Et ça marche. Moi, je dirais que, quelque part, je le trouve un peu lâche. Parce que j'ai l'impression qu'il faut que tout le temps qu'on lui prenne la main pour ci ou ça. Enfin, c'est mon opinion. Mais j'espère que vous lirez la pièce pour que vous puissiez vous faire votre propre opinion. Nous arrivons à la fin de la chronique. Et c'est là que nous allons parler des thèmes. Sujet numéro 1. L'amour, évidemment. L'amour héroïque, l'amour dramatique, mais aussi l'amour dans le sens amitié, l'altruisme, la fidélité amicale ou amoureuse. Sujet numéro 2. Qui découle de l'amour, le trio amoureux, grand classique des pièces romantiques,
sujet qui est toujours d'actualité et que l'on retrouve dans la vie. Peut-être vous aussi, vous vous êtes déjà retrouvé dans une situation quelque peu malencontreuse. Sujet numéro 3, le courage, la bravoure des gentilshommes. Comme je l'ai dit au départ, sujet que l'on retrouve chez Dumas. Le sujet numéro 4, c'est l'humanité. Cette pièce parle des complexités existantes dans toute relation et qui, je pense, existeront toujours. Et voilà, je remercie Cyrano et son entourage et surtout, je vous remercie vous, chers auditeurs, auditrices, de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle chronique littéraire. Et on se quitte avec la musique libre de droit de Daniel Bautista qui revisite les 4 saisons de Vivaldi. Alors laissez-vous emmener dans l'été. Des bisous.